Salut tout le monde. Alors je fais une nouvelle vidéo concernant la figure théorique que j'ai dessinée hier, que vous avez sous les yeux. Je vais rebondir sur celle-ci. Alors c'est uniquement pour ceux que ça intéresse parce qu'on va un peu sortir du cadre Ishimoku. On va même rentrer, je vais dire, sur quelque chose d'un peu plus ésotérique. C'est des sujets que j'aime pas forcément aborder, mais je sais qu'il y en a qui ont un intérêt là-dessus. Euh, donc je vais rebondir sur cette figure parce qu'elle est importante. Alors juste pour qu'on soit bien clair, la forme de cette figure, comme je l'ai dessinée hier, euh, elle est parfaite. Elle est parfaite je l'ai volontairement fait comme ça, hein, dans les largeurs des vagues. Donc chaque vague a une largeur identique, temporelle. Elle est aussi parfaite sur les niveaux à laquelle on va aller taper les bornes. Donc que ce soit la borne haute, que ce soit la borne basse, que ce soit le demi-prix ou que ce soit, on va dire, les pivots intermédiaires qui sont à un tiers et deux tiers. Je l'ai fait de cette façon-là parce que j'ai essayé de coupler dans la vidéo l'intégralité de ce que je voulais expliquer, à savoir le découpage d'un mouvement en trois vagues, donc avec chaque fois des vagues consécutives qui viennent se mettre par séquence. Je voulais aussi expliquer l'idée du demi-prix et je voulais expliquer le lien entre le demi-prix et le 1 tiers, le retracement en un tiers et deux tiers, à savoir que si vous tracez une N parfaite euh, en projection N, vous avez le demi-prix qui est ici, et donc mathématiquement, vous avez le point ici, le point C, qui a deux tiers de retracement de la grande N, et le point B, qui a un retracement de un tiers, ce qui, à mon sens, explique pourquoi Osoda insiste sur ces trois niveaux. Voilà un petit peu l'idée. Maintenant, cette figure-là, si on la prend sans qu'elle soit purement théorique, on peut partir du principe que ce niveau-là pourrait être au-dessus ou en dessous, celui-ci aussi, et ainsi de suite. En gros, qu'on n'ait pas forcément les bornes qui vont coïncider comme ça. Alors, je vais mettre cette vidéo-là, celle que je suis en train de faire, dans une playlist, une nouvelle qui s'appelle Osoda vs GAN. Je pense que tout le monde connaît GAN. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des similitudes entre les deux, et quand j'en vois qui vont être pertinentes, je vais les mettre dedans. Ici, c'est le cas. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Je vous donne comme d'habitude des pistes et après, si ça vous intéresse, vous pourrez creuser. Je vais commencer par un premier constat. C'est relatif à ce livre qui a été écrit par Plumer. Alors, je ne sais pas si on dit Plumer ou Plumer. Donc ça concerne la loi de la vibration. Alors il y a plusieurs définitions de la loi de la vibration, mais lui il fait référence à celle que Gane a expliqué, réexpliqué, enfin expliqué. Il l'a jamais expliqué en fait, mais il en parle un peu partout. Et Gane explique que c'est grâce à cette loi-là, couplée à d'autres outils, qu'il arrive à prévoir les mouvements de marché. Donc on le voit ici, hein, la révélation de William Gane. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez lire ce livre. Je crois qu'il est, sauf erreur, il est dispo sur Script. Donc, voilà, vous pouvez le lire librement. Qu'est-ce qu'il a fait en fait là-dedans, Plumer? Comment je pourrais expliquer ça? Il a, il a compris ce qu'a fait Gann et il a compris où Gann a trouvé l'information. Alors la première chose à comprendre, c'est ce que c'est de la gematria. Alors j'ai mis le Wikipédia ici. En gros, concrètement, c'est un système qui est utilisé dans pas mal de textes sacrés, dans la Bible, dans la Torah, etc. Mais on le retrouve aussi dans d'autres livres. Il y a plusieurs façons de mettre ça en place. La façon la plus simple, je ne sais pas si dans Wikipédia, si, la façon la plus simple, c'est qu'en fait, une lettre égale une valeur numérique. Et donc, en fait, on peut avoir des textes cachés dans un texte écrit et en utilisant ce système-là. Il y a plein de façons de le faire, hein, je vous laisserai le découvrir. C'est pas là, on s'éloigne vraiment trop du trading, mais en gros, hein, c'est quelque chose qui existe. Hein, c'est voilà, il y a pas de, je suis pas complotiste et tout. C'est bon, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà, c'est une technique assez commune.
Et en fait, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment Gann a réussi, mais dans un verset de la Bible de saint Thomas, il y a un système comme ça. Et concrètement, quand vous additionnez les lettres et vous mettez ça sous une forme graphique, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça. Voilà ce qu'on peut retrouver. Alors pour les détails de comment on passe de là avec ça, c'est dans le livre, hein. Donc je vais pas expliquer ce qu'il y a dans le livre, ça se fait pas. Si vous êtes intéressé, lisez-le. Mais concrètement, on a ça. Je laisse revenir sur mon image de départ, qui est là, comme je vous l'ai dit, théorique avec des bornes parfaites. Mais on voit qu'on a quand même quelque chose qui coïncide, hein. Trois vagues, on va dire correction, trois vagues, correction. Voilà un petit peu l'idée. Si je reviens ici, trois vagues, correction, trois vagues, correction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut extraire de la Bible, un passage de saint Thomas. Et comment il l'a découvert? Je crois que c'est pas lui qui l'a découvert. Je crois que c'est une dame qui a découvert ça. Mais en tout cas, Gann en fait référence, hein. Il dit souvent que il arrive à travailler les marchés financiers grâce à la Bible, qui est son livre de chevet. Il considère la Bible comme le meilleur livre au monde. Et il dit que euh, il dit à plusieurs reprises que c'est dans le verset de saint Thomas qu'il a trouvé la clé. Donc c'est intéressant peut-être de creuser là-dessus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, euh, Gann a écrit plusieurs livres qui traitent vraiment concrètement des marchés, comment trader les matières premières, comment trader les actions. Il en a écrit d'autres qui sont difficiles à lire, hein. On rejoint Osoda sur ce point-là. Mais par contre, il a écrit un livre ici, The Tunnel Through the Air. Alors, franchement, c'est un livre, je sais pas, il faut le lire en fait. Il faut le lire mais vous allez pas arriver à lire parce que c'est un peu chiant comme la mort. Euh, et en fait, alors là, je pense que ça revient à ce monsieur. Et ben en fait, il a remarqué un truc. Il a remarqué en fait que chaque chapitre avait un nombre de pages différents. Bon, jusque-là, logique. Mais il trouvait qu'il y avait des chapitres qui étaient un peu incompréhensibles parce que Gann mettait à l'intérieur des poèmes, comme s'il voulait un petit peu soit rendre un chapitre très court, soit rendre un chapitre plus long. Et donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben en fait, pour chaque chapitre, il a mis les chapitres sur une ligne horizontale, donc comme si on était sur du temps, et sur la partie verticale, il a mis le nombre de pages par chapitre. Et il a mis un point, un point, un point, un point, ainsi de suite, et ça a donné un graphique. Voilà un petit peu ce qu'il a fait avec ce livre-là. Et si on trace ce graphique, on obtient ça. Donc c'est une capture d'écran de ce livre-là. Donc je vous invite encore à lire si vous êtes intéressé. Et on tombe sur ça. Donc par rapport à la version qui est dans la Bible, dans la version de la Bible, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagues. Dans la version de Gann, on est sur quelque chose de plus complexe. Donc là, il y a chaque incrément est un chapitre. Et ici, c'est le nombre de pages. Donc concrètement, chapitre 1, il y avait 5 pages. Ensuite, il y avait 12 pages sur le deuxième. Ensuite, il y avait 17 pages sur le troisième, et ainsi de suite. Et il a juste relié les points. Donc on est sur quelque chose de plus complexe. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Pour ceux qui savent, il y a aussi le Golden Ratio. Donc vous pouvez aussi voir des explications ici. Mais en tout cas, on retrouve exactement la même chose, à savoir 1, 2, 3, correction, 1, 2, 3, correction. Alors on est sur une figure moins théorique que la mienne, qui était ici. Je pense que vous voyez le lien, hein, je vais le faire 2 fois. Donc 1, 2, 3, correction, 1, 2, 3, correction. Alors je dis correction, voilà. 1, 2, 3, correction, 1, 2, 3, correction. 1, 2, 3, correction, 1, 2, 3, correction. Bon, je pense que vous avez saisi l'idée. Voilà, donc je vous invite peut-être à lire ce livre. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Plumer sur, on va dire, sur les conclusions qu'il a concernant l'utilisation de cette figure, mais au moins il a le mérite
d'avoir fait des recherches là-dessus, ça m'a pas mal intéressé. Et donc, pour moi, il y a forcément un lien avec, avec Ishimoku, donc je voulais vous faire partager ça. Voilà, allez, à plus, ciao.